Bonjour à tous, je me permets de faire un deuxième essai après m'être rendu compte que dans mon enregistrement, mon micro n'enregistre pas. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la dynastie des Sous, de 1046 à 256. Seulement, oui, avant d'atteindre cette dynastie, normalement, je devrais vous parler de l'histoire de la Chine, qui se marque non pas par une cosmogonie dans le goût de ce qu'on connaît par exemple avec le monde grec, mais qui se marque sur un principe plutôt qu'un dieu ou des dieux créateurs. Les Chinois considèrent que la civilisation a été créée par des grands hommes. Alors oui, il existe des ancêtres mythiques comme les légendaires Fuxi et Nuwa, mais là, des historiens très populaires à l'époque comme Sima Qian croyait plutôt en l'existence de l'empereur jaune plus crédible, mais toujours, enfin, toujours légendaire, qui aurait passé sa vie à mener de grandes batailles pour que les Chinois soient en sécurité dans la vallée du fleuve jaune. Le sujet de cet empereur jaune pourrait être très intéressant, mais il ne sera pas développé dans cette vidéo. Comme ne le seront pas la dynastie Xia et Shang, également estimée comme légendaire, et plutôt que d'attaquer ces parties, qui sont au final assez peu connues, l'envie me prend de démarrer sur une période qui permettra de donner un premier exemple dans le courant du cycle dynastique développé dans la vidéo sur le berceau de la civilisation chinoise. Si nous allons placer le focus sur cette dynastie des Zhou, nous allons d'abord nous intéresser au Zhou occidental, car oui, il y a deux dynasties des Zhou. Donc, ce Zhou occidental va perdurer jusque 770 avant notre ère. La dynastie du Zhou occidental, je vais arriver à prononcer, est bien sûr née après que les suzerains Shang aient été renversés. Elle se compose organiquement de trois piliers: des fiefs coloniaux dont le rôle était de sécuriser les nouveaux territoires, une loi clanique pour administrer les colonies autour du pouvoir centralisé, des rites et de la musique pour construire une hiérarchisation de la société. Alors la musique, ça va paraître bizarre, mais je vais très rapidement vous l'expliquer. Avant ça, pour cerner plus exactement les missions attribuées à chacun de ces piliers, donc, les fiefs coloniaux tiennent pour l'envoi de membres de la famille royale vers les provinces nouvellement conquises afin d'y exercer une fonction de seigneur. L'exercice de ce pouvoir se faisait en construisant une cité fortifiée, en tirant du peuple des impôts, tout ça pour financer une force armée, à même de servir le pouvoir centralisé au besoin. Retenez bien ce point, ça va apparaître plus tard. Bien sûr, dans le contrat, il était question de rendre régulièrement hommage au souverain. Alors le souverain était comme ça en mode « Ok, je te donne ça, 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 mais en échange tu me portes ça ». Pour ce qui est ensuite de la loi clanique, il se constituait essentiellement d'un système de succession et de vénération des ancêtres. Et l'héritier du seigneur local, à la mort de son père, devenait ainsi le responsable de l'entretien de la salle des ancêtres de son clan, de l'organisation des cérémonies religieuses, ainsi que du gouvernement du clan. Ces clans ont créé de nombreux noms de famille qui survivent encore aujourd'hui, mais là n'est pas le point, je ne vais pas développer sur cette question. Plus intéressant, les rites et musiques, quant à eux, servaient à souligner la structure du gouvernement, que ce soit du coup les rites, l'armée, la justice, le développement économique, la culture, ou encore le gouvernement général. Et encore, là, je synthétise au mieux que je peux le faire, car je pourrais très bien dire, alors, ça se répartit en des offices qui peuvent porter des noms, l'office du printemps, l'office de l'été, de l'hiver, l'office de la terre, avec chacun une thématique forte comme la justice, mais on ne va pas entrer à ce niveau de détail. Il y avait également un livre qui expliquait
les comportements à avoir en société, ainsi que le protocole des rituels cérémoniels afin de normaliser les pratiques. Donc, quant à la musique à proprement parler, elle était utilisée simplement pour aider les gens à communiquer entre eux, dans une intelligence empreinte de courtoisie et de sensibilité, ce qui peut apparaître étrange dit comme ça. Mais ça s'explique comme suit, de manière, encore une fois, très simple. Si nous préférons toujours l'émotion à la raison, par exemple en privilégiant le conflit à la diplomatie, alors notre monde sombrera dans le chaos. Si au contraire, nous n'accordons de valeur qu'à la raison, alors les émotions réprimées finiront par s'exprimer de façon violente. Et est-ce qu'on veut de ça? Maintenant, dans tout ça, c'est bien beau de réguler les mœurs, de réguler les gens, mais il convenait d'appréhender le monde autour de soi. Le livre des transformations servait à cette fin. Il aidait les souverains Shang à prendre des décisions politiques sur la base d'un manuel de divination. Érudits, philosophes et gouvernants ont ainsi rivalisé d'imagination pour interpréter les différents signes issus de ces pratiques divinatoires. J'ai parlé des Shang, car en effet, la dynastie des Sous ont hérité de beaucoup de pratiques de cette dynastie déchue. Une autre de ces pratiques tient pour un concept fondamental à la compréhension de l'histoire chinoise, qui encore une fois a vu le jour sur la dynastie des Shang. Ce principe, ce concept, c'est le mandat du ciel. La problématique était la suivante. Mon règne s'est construit sur les ruines du précédent que j'ai détruit. Comment je peux le rendre légitime et pérenne aux yeux de la Chine? Pour y arriver, il faudrait déjà que je justifie mon action militaire pour me gagner le pouvoir. Globalement, le mandat du ciel, c'est le mandat du peuple. Ce mandat part du principe que le souverain peut être supérieur aux gens ordinaires. Cependant, il doit se soumettre au peuple en tant que tout. Le problème avec ce principe, c'est que plus tard, ce mandat du ciel est devenu une revendication universelle chez les rebelles le long de l'histoire chinoise. De quoi mieux comprendre le pourquoi du cycle dynastique. En effet, si le souverain ne réussit pas à satisfaire les besoins du peuple, alors le mandat du ciel lui donne le droit de le renverser pour fonder une nouvelle dynastie. Ok sur le principe, mais à quel moment ce mandat s'est retourné contre la dynastie des Sous? Le problème est venu du fait d'un système de répartition des terres inefficient. Ce système de répartition était à l'origine particulièrement généreux envers les seigneurs, simplement parce que la dynastie souhaitait brosser le peuple dans le sens du poil afin de conserver son mandat. L'idée était ainsi que chaque famille puisse posséder une terre à cultiver afin d'avoir de quoi manger, ce qui est un très beau principe. Reste qu'au final, les productions de ces terres devaient revenir normalement au pouvoir central. Mais en pratique, ce système n'a pas fonctionné. Simplement parce que les seigneurs de ces terres se sont posé cette question, mais pourquoi en fait j'irais verser mon tribut au pouvoir centralisé? Qu'est-ce qui me force à le faire? Bah rien. C'est sans parler que de nouveaux outils agricoles ont été inventés, tels que la charrue en acier, si bien que, en plus de ce problème, des terres privées ont pu plus facilement être développées en dehors du système de répartition du pouvoir centralisé. En réaction, les rois Zhou, qui commençaient à avoir faim de richesse, ont voulu interdire au moins la propriété foncière privée. La suite a bien entendu généré son lot de mécontentement, et tout ça a engendré quelques actions de résistance. Le mot d'ordre du pouvoir central a donc été d'abattre quiconque s'opposait à leur politique. C'est radical, c'est efficace. En fait, non, pas du tout. Car il faut se rappeler un point. Le rôle de constituer une force militaire a été confié à qui? Au seigneur des fiefs. Résultat de course, une émeute a éclaté en 841.
Provoquant son lot de déconvenues en interne, le ton s'est durci, comme on pouvait s'y attendre. Le pouvoir s'est alors pris un retour de bâton si violent que la dynastie du Sous occidental s'est faite renverser. Profitant de la situation, un seigneur local plaça son fils sur le trône et instaura la dynastie des Sous orientaux en 770. En définitive, qu'est-ce qu'on a là? On a là un parfait exemple du cycle dynastique tel que théorisé par les historiens chinois. Soit la dynastie du Sous occidental prend le pouvoir. Un climat de prospérité s'impose, de quoi permettre de développer son lot d'innovation dans plusieurs secteurs de la société. La population augmente et déjà les premières fragilités structurelles font que le pouvoir centralisé est, comme je l'ai dit, fragilisé dans ses fondements. On a donc ici plutôt une observation de l'événement perturbateur sur le plan de la corruption, qui ici, encore une fois, assèche l'économie de la dynastie des Sous. Il en résulte des conflits où les rois Sous cherchent à réaffirmer leur autorité. Et les affrontements entraînent la chute du gouvernement central, la dynastie du Sous oriental est fondée, de quoi relancer un nouveau cycle. Voilà pour cette vidéo qui portait sur les sous occidentaux. Donc pourquoi est-ce que j'ai choisi ce premier sujet? Simplement que, comme je l'ai expliqué, ça donne très bien corps au cycle dynastique tel que développé dans la vidéo précédente. Reste que là encore, comme on remonte à une période assez obscure, il manque un certain nombre d'informations qui ne permettent pas vraiment d'apprécier toutes les étapes de ce cycle dynastique. En effet, jusqu'à quel point la population a-t-elle pu augmenter? Jusqu'à quel point est-ce que les conflits ont pu être dévastateurs sur le plan de la démographie? Car j'ai pu parler que 2 tiers de la population pouvaient disparaître du fait de ces conflits avant que une nouvelle puissance vienne occuper le devant de la scène. Et là, c'est pareil, sur le plan de l'élément perturbateur, au final, c'est simplement que, la dynastie des Sous n'a pas été, capable, de faire enfin, d'instaurer, son autorité. Et si l'histoire de la Chine est composée de cycles, ça ne veut pas dire que différentes dynasties ne sont pas regardantes de comment ça s'est passé avant. Aussi, dans les prochaines vidéos, dans les prochaines dynasties, on peut s'attendre à ce que des leçons soient tirées du passé pour ne plus les reproduire. Et on va voir comment, de manière crescendo, ces problématiques vont être traitées par les différentes dynasties et comment est-ce que ce cycle va gagner en complexité, va gagner en intérêt. Donc voilà simplement pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne matinée et au revoir.